Un homme qui s'est éloigné d'à peine 50 mètres pour aller chercher de l'eau et qui a disparu à jamais. C'est ainsi que l'on pourrait décrire l'incroyable et étrange histoire qui s'est déroulée près de la rivière Nantahala, en Caroline du Nord, le 18 juin de l'année 2013. Au départ, aucun touriste ne se doutait qu'une calme soirée d'été, un doux soleil et le bruit des éclaboussures d'eau se transformeraient en l'une des plus mystérieuses disparitions dont les habitants de la région parlent encore. Quelques pas seulement séparaient Mark Evans, âgé de 34 ans, du camp et de ses amis, mais c'est à ces pas qu'on l'a vu ou entendu pour la dernière fois. Que s'est-il passé en cette belle soirée où un homme s'est littéralement volatilisé au milieu d'un groupe de personnes amicales à quelques mètres de sa propre tente? Pourquoi les recherches, menées pendant 12 jours par les services de secours, n'ont-elles donné aucun résultat? Et comment expliquer ces étranges indices qui n'ont fait qu'embrouiller davantage la situation? Le 18 juin 2013, le temps est clair dans le nord-ouest de la Caroline du Nord. Le soleil brille, la température diurne était de plus 128 degrés et les prévisionnistes n'anticipent pas de changement significatif. Ce jour-là, un groupe de 6 randonneurs s'est arrêté sur la rive douce de la Nantahala River. Ils se connaissaient plus ou moins intimement, mais pour des vacances communes, ils avaient également décidé de se retrouver pour quelques nuits, loin de la ville, autour d'un feu de camp, d'une guitare, d'une baignade et de discussions à bâtons rompus. Ce groupe était composé de 6 personnes. Mark Evans, 34 ans, toujours énergique et aventureux, qui a déjà prouvé qu'il était un excellent organisateur de camping. Natalie Johnson, 31 ans, une amie de Mark depuis ses années d'études. Greg Morris, 39 ans, qui a fait plusieurs fois du camping dans les États voisins et qui a travaillé avec Mark. Anna Kowalski, 28 ans, une connaissance de Nathalie et une novice en matière de camping. David Carter, 36 ans, un ami de longue date de Greg, passionné d'escalade. Et enfin, Lucy Morgan, 27 ans, professeure de yoga et amoureuse de la nature, qui n'avait jamais fait de camping prolongé auparavant. Ils sont arrivés sur le site dans l'après-midi, alors que le soleil était au zénith. Et, après avoir choisi un endroit confortable au bord de l'eau, ils ont commencé à s'installer pour la nuit. Le soir venu, la compagnie avait déjà préparé le dîner et s'était assise autour du feu pour discuter des projets du lendemain. L'heure du coucher du soleil avait sonné et la forêt s'enfonçait peu à peu dans un crépuscule frais. L'atmosphère était calme, voire paisible. Vers 19h30, Mark, constatant que leur réserve d'eau était presque épuisée, suggéra d'aller chercher quelques jerrycans supplémentaires à la rivière et de ne pas s'en préoccuper demain matin. La distance entre le camp et l'eau n'était pas supérieure à 50 mètres et un chemin droit était visible entre les arbres. Il prit le jerrycan, dit quelque chose comme « Je vais chercher de l'eau fraîche pour le matin » et partit seul vers la rivière. Personne n'a pensé à l'escorter. Il s'agissait littéralement d'un trajet de quelques 10 minutes. Mais c'est ce court trajet qui lui a été fatal. Normalement, il ne faut pas plus de 5 ou 6 minutes pour atteindre la rive et puiser de l'eau. 10 minutes se sont écoulées et Mark n'est toujours pas là. Personne ne s'inquiète, pensant qu'il s'est peut-être arrêté au bord de l'eau pour admirer le coucher du soleil ou qu'il s'est laissé distraire. Au bout de 5 minutes, Nathalie et Greg décidèrent de le poursuivre. La nuit allait bientôt tomber. Lorsqu'ils atteignirent la rive, ils ne virent qu'un bidon vide posé sur le gravier. Il n'y avait pas d'eau dedans et Mark était introuvable. Inutile de crier ou d'appeler son nom. Il n'y avait pas de réponse. La forêt était silencieuse. Greg fouilla les arbustes le long du rivage et ne vit aucune empreinte de chaussures évidente dans le sable mouillé. Nathalie avait affirmé que le sable
était assez mou pour retenir les empreintes de pas bien avant. Mais il n'y avait presque rien, se souvient-elle. C'était comme si Mark n'était pas arrivé jusqu'au rivage. De retour auprès des autres, Nathalie et Greg signalent Sam que Mark est introuvable. Les autres se sont précipités à sa recherche. Certains ont longé la rivière, d'autres se sont enfoncés dans les bois. Tout le monde appelle Mark, mais en vain. Les minutes passent, l'obscurité s'installe et l'inquiétude grandit. À 20h, il était clair qu'il ne reviendrait pas. Personne n'a entendu de cris, de bruit de chute, d'éclaboussures d'eau. À 21h, il a été décidé d'agir conformément au plan. 2 hommes sont allés à la voiture pour appeler les sauveteurs. Le service local de recherche et de sauvetage du comté de Swain a réagi rapidement. À minuit, le shérif et ses adjoints, ainsi que plusieurs volontaires, étaient rendus sur les lieux. Ils ont effectué des recherches nocturnes dans la zone côtière, alors même que le temps commençait à se dégrader, avec du brouillard venant des montagnes et des températures plus fraîches dans les bois. Dans l'obscurité, les résultats ont été nuls, pas d'indices évidents, encore moins de signes de lutte ou d'appel à l'aide. Le matin du 19 juin, à l'aube, des cynologues accompagnés de chiens sont arrivés, ainsi que des plongeurs pour sonder le lit de la rivière. Le plan était clair. Une partie de l'équipe vérifierait chaque mètre sur la rive et dans les buissons les plus proches. Une autre étudierait l'eau et une troisième enverrait des équipes le long des sentiers forestiers dans un rayon pouvant aller jusqu'à 5 km. Cependant, dès le début, les sauveteurs ont rencontré une difficulté inexplicable. Les chiens n'ont pas trouvé la moindre trace claire. Là où Mark aurait dû passer, l'odeur a été coupée à quelques de mètres du camp. Le lendemain, alors que les recherches s'intensifiaient, un bénévole nommé Jaden Scott a trouvé un autre détail. Un coupe-vent reposant sur un sol sec dans un fourré, à environ 1,5 km en aval. À proximité se trouvait une chaussette isolée, elle aussi en parfait état. Les amis qui ont identifié les vêtements ont affirmé que Mark avait porté un coupe-vent similaire le jour de sa disparition, bien qu'il n'en ait pas vraiment eu besoin le matin à cause de la chaleur. La question était de savoir pourquoi ces articles se trouvaient si loin et pourquoi dans une zone déjà vérifiée auparavant. La veille, lorsque les chercheurs étaient passés par là, le coupe-vent et la chaussette avaient disparu. Ceux qui préfèrent les explications rationnelles suggèrent que Mark, s'il était encore en vie et dans un état de désorientation, aurait pu disperser ses vêtements lui-même. Mais la question demeure. Pourquoi? Et si quelqu'un d'autre l'a fait, dans quel but? Aucune trace de sang ou de lutte n'a été trouvée sur le coupe-vent, et les chiens n'ont pas retrouvé la trace, comme si la personne qui l'avait laissée s'était volatilisée. Les rapports de police et les souvenirs des volontaires mentionnent à plusieurs reprises le brouillard, qui devait être léger et de courte durée, mais qui s'est avéré trop épais et trop dense. Tous les matins, à partir du 19 juin, il se déroulait en traînée, bloquant la visibilité sur plusieurs mètres. Selon certains chercheurs, on avait l'impression qu'il était facile de se perdre dans ce brouillard. Les gens ne savaient nulle plus comment s'orienter, même s'ils savaient généralement se servir d'une carte et d'une boussole. Bien sûr, les sceptiques pensent qu'il s'agit d'un phénomène naturel, courant en montagne, mais la plupart des participants se souviennent qu'ils n'avaient jamais vu un brouillard s'épaissir aussi rapidement et aussi densément. Plus curieusement, les communications téléphoniques dans la zone du camp devenaient instables, alors qu'aucun problème de signal n'avait été signalé auparavant. Les interférences et le bruit des radios ont rendu la coordination des recherches plus difficile. Certains volontaires ont donc fini par contourner à nouveau des zones déjà explorées, afin d'éviter de manquer d'éventuelles traces de la personne disparue. Du point de vue de son entourage et de sa famille, Mark ne semblait pas être une personne suicidaire ou en fuite soudaine.
Il avait un emploi stable dans le département marketing d'une petite entreprise, prévoyait de se marier l'année prochaine et, selon ses amis, se réjouissait des vacances d'été. Certains proches ont rappelé que Mark se plaignait parfois d'insomnie ou qu'il était récemment devenu anxieux, mais il n'avait pas de problème grave ni de raison de disparaître. Lorsque les parents de Mark se sont joints aux recherches, ils ont tenté d'expliquer à la police que leur fils avait une bonne résistance et qu'il n'aurait certainement pas osé partir sans prévenir. En outre, tous ses effets personnels, téléphone, portefeuille, documents, avaient été laissés dans la tente. La famille a persuadé les sauveteurs d'étendre les recherches sur des dizaines de kilomètres. Mais, hélas, cela n'a donné aucun résultat. Pendant près de 2 semaines, la région de la rivière Nantahala est devenue l'épicentre des opérations de recherche. Chaque jour, des sauveteurs tournent autour de la forêt. Des plongeurs vérifient le débit de la rivière. Des hélicoptères et des drones, équipés de caméras et d'appareils photothermiques, prennent leur envol. Mais pas de corps, pas de personnes vivantes, pas de nouvelles pistes. Les chiens ont perdu la piste à plusieurs reprises près du camp, comme si Mark avait cessé d'exister à quelques 2 mètres du feu de camp. Les amis, qui étaient restés sur le site pendant tout ce temps, sont passés par de nombreuses étapes, du choc et de la panique à la douloureuse prise de conscience que les chances de retrouver Mark vivant s'évanouissaient rapidement. Ils ont dû donner des interviews aux journalistes qui se sont emparés de la sensation de disparition mystérieuse, mais l'affaire n'a pas progressé. Les théories de l'accident, de l'attaque d'un animal sauvage ou d'un criminel s'effondrent l'une après l'autre. Aucune trace de violence, de sang ou de lutte n'a été enregistrée. Les habitants de la région et les passionnés ont commencé à parler de l'affaire comme de la série des 411 disparus. Ce terme non officiel désigne les cas dans lesquels des personnes disparaissent dans des conditions apparemment peu propices au malheur, à proximité d'un groupe de copains, par temps clair, sur un terrain dégagé et pas trop difficile. Aucune trace n'est délaissée et, plus tard, les affaires de la personne disparue sont parfois retrouvées dans des endroits étranges, en parfait état, sans raison apparente d'être là. L'histoire de Mark Evans est rapidement devenue l'une de ces histoires dont on dit « c'est comme si une personne avait franchi une porte invisible et quitté la réalité ». Bien sûr, personne n'a officiellement revendiqué de phénomènes mystiques ou paranormaux, mais l'ensemble des détails a conduit les gens aux spéculations les plus fantastiques. Après 14 jours de recherche continue, le shérif du comté de Swain a publié une déclaration suspendant la phase active. Nous avons essayé toutes les méthodes disponibles. Aucun nouvel élément lié à la disparition de Mark Evans n'a été trouvé. Cela dit, l'affaire n'est pas close, mais les équipes de recherche ont mis un terme à leurs travaux. La famille et les amis de Mark ont continué à exhorter les bénévoles à poursuivre leurs efforts pendant un certain temps. Mais tout le monde a fini par comprendre que la situation était dans l'impasse. Plus tard au cours de l'automne, dans la même région, un chasseur local a signalé avoir senti une forte odeur de décomposition près de la lisière de la forêt. Il espère qu'il s'agit du cadavre d'un randonneur disparu et appelle la police. Il s'agissait finalement des restes d'un cerf. Aucune autre trace humaine n'a été trouvée à cet endroit. Ce phénomène s'est reproduit plusieurs fois au cours des mois suivants, mais tous ces signaux se sont révélés faux. Aux journalistes qui continuaient à poser des questions, le shérif répondait que l'affaire restait ouverte, mais qu'en l'absence de nouvelles preuves, il n'y avait pas lieu d'enquêter. Au fil du temps, l'affaire a cessé d'attirer l'attention du grand public, remplacée par d'autres faits divers. Les amis de Mark donnent de temps en temps des interviews à des émissions spécialisées racontant leur version des faits, mais il n'y a pas de consensus. Quelqu'un pense qu'il a pu tomber à l'eau, quelqu'un blâme des forces inconnues, quelqu'un, désespéré,
parle d'une dépression mentale. On dit souvent que le pire dans ces disparitions n'est pas le fait de disparaître, mais l'incertitude totale, lorsqu'il n'y a ni corps, ni explication crédible. Les gens se posent alors la question angoissante de savoir ce qui s'est réellement passé. Dans le cas de Mark Evans, cette question se pose encore aujourd'hui sur la rivière Nantahala et la réponse semble avoir été engloutie par le même brouillard du soir qui a si soudainement recouvert les rives le jour de sa disparition. Elle rêvait de conquérir le sommet et a disparu sans laisser de traces. C'est ainsi que les journaux locaux décriront plus tard la disparition d'Emily Harris, 27 ans, qui, le 5 septembre 2099, s'est lancée dans une randonnée en solitaire sur le mont Katahdin, dans le Maine. Personne n'aurait pu deviner que le ciel ensoleillé et le temps calme se transformerait en l'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire de ce sentier de randonnée populaire. Emily est née et a grandi dans le nord du Maine. Selon ses proches, elle a toujours aimé les montagnes et les activités de plein air. Ayant obtenu un congé dans son entreprise, la jeune fille a décidé de le passer de manière non conventionnelle. Elle a fait une excursion en solitaire à Katahdin pour s'éloigner de la ville bruyante et tester ses propres forces. Sa famille l'a dissuadée de partir en solo, mais Emily était confiante. L'itinéraire ne semblait pas trop difficile et le temps promettait d'être clair et chaud. Les 2 premiers jours, elle a envoyé régulièrement de courts messages à sa famille. Tout va bien, le sommet est proche, la vue est fabuleuse. Le dernier message du matin du 5 septembre a été particulièrement heureux. Emily y écrivait qu'elle était déjà au sommet et qu'elle était sur le point d'entamer sa descente. La famille s'est sentie soulagée car l'objectif principal, la conquête de la montagne, avait été atteint par sa fille. Cependant, la connexion a été coupée. Les tentatives d'appel ou de réponse sont restées vaines et, un jour plus tard, la famille s'est sérieusement inquiétée et a signalé la disparition de la jeune fille au service d'urgence. Les sauveteurs se sont immédiatement rendus dans la région du mont Katahdin. La première chose qu'ils ont faite a été de trouver la tente d'Emily. Elle se trouvait dans le camp intermédiaire, sur une pente douce, presque parfaitement plantée et sans aucun signe de désordre. À l'intérieur se trouvaient de presque tous ses effets personnels. Ses papiers, son portefeuille, quelques-uns de ses vêtements et même un carnet où Emily avait pris des notes sur le déroulement de son voyage. Il semblait que la maîtresse était sur le point de rentrer. Il n'y a pas de traces de lutte, de sang ou de morceaux de vêtements. Tout semble calme et intact. Au début, les équipes de recherche ont supposé qu'il s'agissait d'un accident. Par exemple, Emily aurait pu tomber dans la pente en descendant. Pendant une semaine, les sauveteurs et les bénévoles ont passé au peigne fin les sentiers principaux et les zones dangereuses, connues pour leurs amoncellements de pierres. Des chiens d'assistance ont été engagés, mais ils n'ont pas trouvé de piste claire. Des hélicoptères, avec des sauveteurs à bord, ont survolé la montagne et la vallée à plusieurs reprises, mais n'ont trouvé aucun corps, ni aucun fragment de vêtements de couleur vive. Le temps était resté clément pendant tout ce temps, ce qui a théoriquement facilité les recherches. Au fil des jours, aucun indice n'apparaît. On se demande aussi pourquoi Emily a laissé la plupart de ses affaires dans la tente si elle n'avait prévu qu'une courte ascension et une descente rapide. Il semble qu'elle soit effectivement revenue du sommet et que, pour une raison ou une autre, elle n'ait eu le temps que de changer partiellement de vêtements et qu'elle soit partie dans une direction inconnue. Les chiens n'ont cependant pas détecté d'odeur fraîche à proximité du campement. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs semaines et les habitants de la région, qui connaissaient bien la montagne,
se sont joints à eux. Mais chaque jour apporte son lot de déceptions. Aucun signe d'Emily, aucune nouvelle piste. Fin septembre, l'opération officielle est terminée. Les proches n'ont jamais pu savoir ce qui s'était passé après l'envoi par sa fille d'un message rassurant depuis le sommet. Aujourd'hui, des années plus tard, le mont Katahdin continue d'attirer les touristes, mais l'histoire d'Emily Harris est devenue un sinistre rappel que même par un temps parfait et sur un itinéraire relativement facile, une personne peut disparaître sans laisser de traces. Les sauveteurs locaux se souviennent encore de sa tente ouverte et de ses affaires bien rangées, comme le symbole d'une disparition mystérieuse qui n'a peut-être pas encore été élucidée. Le tronçon du sentier connu sous le nom de Dragon's Tooth attire les randonneurs depuis des années. Elle fait partie d'un itinéraire plus vaste qui traverse les montagnes de Virginie et est site réputé pour la beauté de son relief. Le nom fait référence aux corniches rocheuses étroites et acérées qui surplombent les gouffres, comme les crocs saillants d'un monstre figé dans une garde éternelle. C'est là que les trois compères ont décidé de se rendre. Jonathan Clark, 42 ans, Paul Stanton, 38 ans, et Michael Mike Green, 41 ans. Tous trois sont des voyageurs expérimentés, mais pas des professionnels. Ils avaient déjà réalisé plusieurs ascensions ensemble, comme le Trail on Old Tosca en Caroline du Nord, une randonnée dans les montagnes près de Seattle, et des itinéraires plus faciles dans la région de Blue Ridge. Jonathan était considéré comme le plus réfléchi du trio. Il était un photographe paysagiste passionné, un collectionneur d'images rares et un blogueur assidu sur les subtilités de la randonnée. Ce jour-là, le 12 avril 2015, était frais et légèrement brumeux le matin, mais les prévisions étaient prometteuses. Les météorologues annonçaient que les nuages se dissiperaient à la mi-journée et que les randonneurs bénéficieraient d'une journée presque sans nuages. Jonathan, Paul et Mike ont parcouru une partie du sentier la veille et ont établi un petit bivouac dans un endroit facile d'accès. Ils ont dû faire face à l'humidité pendant la nuit, mais cela ne les a pas empêchés d'agir. À l'aube, tout le monde était de bonne humeur et la partie la plus intéressante du sentier se profilait à l'horizon, avec des vues que les gens du coin qualifiaient d'époustouflantes. Vers 7 heures du matin, ils ont levé le camp et se sont mis en route. Jonathan marchait devant, s'arrêtant constamment pour prendre une nouvelle photo avec son réflexe numérique. « Tu vas encore prendre du retard à cause des photos », gronde Paul sur le ton de la plaisanterie, en essayant de garder le rythme. Mike, habituellement le plus silencieux des deux, suit l'itinéraire sur la carte et calcule le nombre d'heures qu'il leur faudra pour faire le tour complet du tronçon prévu. À Dragon's Tooth, ils ont prévu de s'attarder pour prendre une photo d'ensemble avec les falaises de saillantes en arrière-plan. Personne n'a remarqué quoi que ce soit de sinistre dans l'atmosphère de ces heures. Au contraire, l'humeur était au beau fixe. Les sommets des montagnes étaient à peine visibles à travers la brume matinale, et les forêts environnantes reprenaient vie après le froid prolongé. Jonathan, comme à son habitude, est devenu le chroniqueur de leur voyage, demandant souvent à ses amis de s'arrêter pour capturer une racine d'arbre intéressante ou la lumière tombant sur un rocher moussu. Son appareil photo était un compagnon de confiance lors de ses sorties et n'a jamais failli. Alors qu'ils approchaient de la région de Dragon's Tooth, il était clair que la journée serait claire et que la vue serait magnifique. Le plan de Jonathan consistait à saisir le moment où les rayons du soleil frapperaient les crocs des rochers sous un certain angle, créant ainsi des ombres sombres et des lumières vives en même temps. Paul et Mike commençaient à en avoir un peu assez de s'arrêter. Ce n'est pas qu'ils n'appréciaient pas la photographie,
mais ils espéraient d'en terminer l'itinéraire plus rapidement. Vers 12h30, comme l'ont montré les données de l'appareil photo qu'ils ont trouvé plus tard, les amis se sont arrêtés pour prendre une collation rapide. Jonathan semble avoir pris quelques photos sous un angle inhabituel, montrant une partie de leur chemin et les montagnes lointaines dans la brume. Ces photos ont ensuite été examinées par la police, mais rien de suspect n'y apparaissait. Les hommes ont bu de l'eau, mangé des sandwichs et continué leur chemin. Vers 13h, ils ont atteint un point clé, un point d'observation situé à proximité d'importantes corniches rocheuses. À cet endroit, le sentier décrit un arc de cercle en longeant la falaise. Selon Paul, Jonathan rayonnait littéralement d'excitation. Il a dit que c'était comme un spot de photographe, une composition parfaite. Cependant, les amis ont réalisé que l'itinéraire serait un peu plus difficile, avec des montées abruptes et des corniches glissantes à éviter. Il n'y a rien d'extrême, il faut juste être prudent. Au bout de 20 minutes, le sentier tourne à pic derrière une falaise à un moment donné. Jonathan leur a demandé de continuer pendant qu'ils prenaient quelques photos, puis il les a rattrapés dans quelques minutes. Cela s'était déjà produit plus d'une fois sur les sentiers, et personne n'y voyait de problème. Paul et Mike acquiescèrent et poursuivirent dans leur chemin. Au bout de 10 minutes, ils constatent que Jonathan ne les a pas rattrapés. Ils décident d'abord d'attendre. 5 minutes, 10 minutes, rien. Lorsqu'ils se retournent, aucun d'entre eux ne le voit dans le virage et ils ne l'entendent pas crier. Paul propose de faire demi-tour. Peut-être qu'il s'est coincé dans un endroit glissant ou qu'il a fait tomber quelque chose. Mike est d'accord et ils repartent sur le chemin qu'ils avaient emprunté. Mais lorsqu'ils arrivent à l'endroit où ils l'ont vu pour la dernière fois, Jonathan n'est plus là. Mais son appareil photo reposait paisiblement sur le sentier, à 1 mètre de la falaise. C'est le dernier endroit où ils ont trouvé quelque chose appartenant à l'homme disparu. Jonathan lui-même avait disparu. C'est comme s'il s'était volatilisé, dira plus tard Paul. Il fouille à les buissons les plus proches, regarde derrière une corniche rocheuse, appelle, crie, mais en vain. Paul et Mike se rendent compte que la plaisanterie est terminée. Une vérification rapide montre qu'il n'y a pas de signe visible de chute ou de branche cassée à proximité, et qu'il n'y a pas de sang. Cependant, la falaise qui les entoure semble extrêmement dangereuse, et il était possible que Jonathan soit tombé. Essayant de trouver quelque chose, les amis regardent prudemment autour du bord de la falaise. Des amas de rochers et des buissons sont visibles en contrebas, mais rien n'indique la présence de Jonathan. Autant qu'ils le peuvent, ils crient dans le vide, mais la réponse n'était que le ricochet de leurs propres échos. Le temps passa et la journée s'étiola jusqu'à la fin de l'après-midi. Dans les forêts de Virginie, le coucher de soleil n'arrive pas trop tôt, mais les amis ont compris qu'ils disposaient d'un temps limité pour retrouver l'homme disparu. Finalement, Paul décroche son téléphone portable, mais il n'y a pas de signal. Mike s'est déplacé un peu plus à haut, à l'endroit où le sentier s'élargit, et a essayé d'obtenir une connexion. La liaison étant faible, il appelle les services d'urgence et leur explique la situation. Les services d'urgence leur ont demandé de rester sur place, d'économiser la charge de leur téléphone et d'attendre l'arrivée des premiers sauveteurs. Mike et Paul essaient de ne pas trop s'éloigner. Et si Jonathan était quelque part dans les parages, juste traumatisé? Mais ils ont beau appeler, se rendre aux 4 coins du sentier, ils n'obtiennent aucune réponse. Quelques heures plus tard, vers 4 heures de l'après-midi, 2 gardes forestiers, qui avaient été envoyés pour faire une évaluation préliminaire de la situation, sont venus les voir. Ils ont indiqué qu'une équipe plus importante arriverait dans la soirée et ont commencé leur propre inspection superficielle. L'opération de sauvetage avait déjà commencé dans la nuit du 13 avril. Des alpinistes expérimentés, des volontaires professionnels et des employés du service des forêts
se sont rendus sur place. Des équipes d'hommes de secours avec des brancards et du matériel médical sont amenés d'âmes de la ville la plus proche. Il s'agit de vérifier chaque anfractuosité et chaque morceau de pente rocheuse. Jonathan a-t-il pu tomber ou rester coincé, inconscient mais incapable de parler? Malheureusement, la nuit a fait des ravages. Vent frisquet, pluie fine, sentiers glissants. Nous avons décidé de reporter les recherches à l'aube, en nous limitant à une reconnaissance à la corde de quelques corniches de proches. En conséquence, lorsque l'équipe principale est arrivée le matin, une vingtaine de personnes étaient mises et prêtes à ratisser la zone. Mike et Paul sont choqués, mais se préparent. Ils doivent d'expliquer aux autorités comment leur ami a disparu et les aider à retrouver l'endroit où ils l'ont vu pour la dernière fois. Tout d'abord, ils vérifient de la falaise elle-même. Les 3 alpinistes descendent en prenant toutes les précautions nécessaires. Pendant une demi-heure, ils étudient les pentes, éclairent les grottes à la torche, regardent sous les corniches. Rien, pas un vêtement, pas un corps humain, pas le moindre signe de chute. Les chiens, qui avaient été amenés exprès, ont reniflé les affaires de Jonathan, un sac à dos retrouvé plus tard à l'extérieur du camp, mais n'ont pas pu identifier de traces certaines. Le territoire a été passé au peigne fin dans un rayon de plusieurs kilomètres. La forêt, les sentiers en montée, les endroits où ils pouvaient théoriquement bifurquer. Après tout, si Jonathan avait décidé de quitter la route principale pour une raison ou une autre, pourquoi ne pas se diriger vers les chemins de traverse? Mais rien n'y fait. Les volontaires n'ont pas entendu de cris, ni trouvé de branches cassées, de traces de feu ou de marques laissées de par une personne. Entre-temps, la police a saisi un appareil photo laissé sur le sentier. Il s'agissait d'un Canon DSLR que Jonathan aimait emporter en randonnée. À l'intérieur se trouvait une carte mémoire contenant un certain nombre de photos prises une demi-heure avant la disparition. Le boîtier de l'appareil ne présentait aucune trace de dommage, mais l'objectif était légèrement poussiéreux. Paul a déclaré que Jonathan portait habituellement son appareil sur une courroie et qu'il était peu probable qu'il l'ait laissé tomber accidentellement, surtout si proprement, quelque part sur le bord du sentier. La police a étudié les dernières images. Quelques clichés montrent Mike marchant vers l'avant, une vue du paysage avec Dragon's Tooth s'étendant quelque part plus loin. La dernière photo, à en juger par la date et l'heure figurant dans les métadonnées, a été prise vers 13h08. Elle montre un fragment de roche et un morceau de ciel. La photo semble avoir été prise sous un angle étrange, comme si Jonathan avait accidentellement appuyé sur un bouton. Pas de figure mystérieuse, pas de silhouette, pas d'animaux. Aucun signe de lutte ou de panique n'a été capturé par la photo. C'est comme si elle avait été prise au hasard. Cela renforce le halo mystique autour de la disparition. S'il n'a pas été emporté par le courant, il n'y a pas de rivière ici, ou enlevé par un intrus inconnu, pas de signe de lutte, pas de cri. Ou s'il s'est, par exemple, évanoui ou a eu une dépression mentale, pourquoi n'est-il allé nulle part? Les chiens ont vérifié la piste plus loin sur l'itinéraire, et là encore, rien. La police a officiellement inscrit « disparition dans des circonstances inconnues » dans son rapport. Jonathan Clark n'était pas un homme extrême ou téméraire. Il aimait la randonnée, mais ses amis le décrivaient plutôt comme un voyageur prudent. Célibataire, il vivait avec une certaine Sarah Blake, qui a déclaré plus tard aux journalistes que Jonathan était la personne la plus calme et la plus rationnelle qu'elle connaissait. Il ne s'est jamais plaint de maladie mentale et n'a jamais parlé de son désir d'échapper à la vie. Au contraire, il avait des projets, un voyage à Hawaï, le désir de publier un album de photos. Rien n'indique non plus qu'il aurait pu organiser seul sa disparition. Compte bancaire, téléphone, rien n'indique une activité après le 12 avril. Aucune banque n'a reçu de demande de retrait. Son téléphone portable ne s'est jamais connecté au ce réseau. Tous les effets personnels de Jonathan
portefeuilles, voitures, laissés sur le parking au pied du sentier, sont restés intacts. La police a exclu la version criminelle entre les amis, car Paul et Mike étaient en larmes, suppliant tout le monde de retrouver Jonathan et étaient extrêmement déprimés par ce qui s'était passé. Les habitants de la région interrogés par les journalistes ont déclaré que Dragon's Tooth réservait parfois de mauvaises surprises. Quelqu'un se perd dans le brouillard, quelqu'un s'écarte du mauvais chemin, tombe et se blesse. Mais c'était la première fois qu'une personne disparaissait en quelques minutes dans une zone visible, en laissant son appareil photo derrière elle. Entre-temps, l'histoire de la disparition de Jonathan a bouleversé le quartier. Des bénévoles et des sauveteurs ont lancé une vaste campagne, utilisant des quadcoptères et un hélicoptère pour surveiller les environs depuis le ciel. Pendant les 3 jours qui ont suivi, Dragon's Tooth a connu une activité sans précédent. Il semblait impossible de ne pas retrouver une personne disparue dans un rayon de quelques kilomètres avec de telles ressources. Mais tous les efforts ont été vains. Les caméras thermiques n'ont rien montré. Et les bruits et les cris qui avaient servi à appeler Jonathan ont été noyés dans les échos de la forêt. De plus, il semblait étrange qu'il n'y ait aucun signe d'alarme, même à l'endroit où la caméra avait été trouvée. Le sol était rocailleux, aucune trace de pas ne pouvait y être décelée, mais il n'y avait pas non plus d'égratignures typiques d'une chute ou d'une lutte humaine. Environ 1 semaine après la disparition, ils ont fait appel aux cinéphiles avec des chiens d'un comté voisin, peut-être plus expérimentés ou entraînés pour ce genre de cas. Là encore, ils n'ont pas détecté d'odeur claire, bien qu'ils aient dit d'abord réagi aux effets personnels de la personne disparue. L'odeur a disparu à quelques mètres de l'endroit où se trouvait la caméra. C'est comme si l'homme avait disparu sans le moindre bruit. Comme l'a déclaré le chef de l'opération de recherche, d'habitude, lorsque quelqu'un disparaît en montagne, on trouve au moins les moindres indices, des empreintes, des bouts de tissu, des branches fraîchement cassées. Ici, rien. C'est un cas rare où l'on ne peut que se demander où est passée la personne disparue. Au bout d'environ 3 semaines, les recherches à grande échelle ont commencé à s'essouffler. Le communiqué officiel de la police contenait la formulation suivante: l'homme est porté disparu dans des circonstances peu claires et la suite des opérations n'est pas concluante. Qu'est-il réellement arrivé à Mark Evans sur les rives d'Omiti de la Nantahala River, où Emily Harris a-t-elle disparu sur le mont Katahdin? Et pourquoi Jonathan Clark n'est-il jamais revenu du Dragon's Tooth Trail? Ces questions restent encore aujourd'hui sans réponse. Peut-être les humains s'approchent-ils parfois trop près des mystères que la nature nous cache soigneusement. Si vous avez vos propres versions de ces disparitions mystérieuses, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires incroyables. Prenez soin de vous et rendez-vous dans les prochains épisodes. Comment expliquer qu'une personne puisse disparaître dans des conditions météorologiques parfaites et devant ses amis, et que des semaines plus tard, son corps soit retrouvé là où il a tombé, il a été recherché des dizaines de fois? Ou comment une jeune fille peut-elle disparaître en quelques minutes d'un simple sentier de montagne et se retrouver plus tard sur une falaise abrupte, impossible à escalader sans équipement spécial? Ces questions continuent d'enflammer l'imagination de tous ceux qui ont déjà entendu parler de disparitions insondables sur des sentiers de randonnée aux États-Unis. 2 histoires, James Carter et Emily White, ne sont que la partie émergée de l'iceberg des cas mystérieux qui, comme rationalisés par la folie, se tissent dans la réalité et remettent en cause la logique et le bon sens habituels.
Le nom de James Carter, 29 ans, figure depuis longtemps dans les rapports de police et les résumés des actualités de l'Est du Tennessee. Sa disparition au début du mois de mai 2014 a choqué non seulement sa famille et ses amis, mais aussi toute la communauté touristique locale. Il semblerait que le sentier des Appalaches, un endroit où des dizaines de milliers de randonneurs passent chaque année, où l'itinéraire est là bien balisé et où il y a de nombreux campings, ne représente guère un défi pour les personnes ayant une condition physique moyenne. Cependant, il existe de nombreux cas de personnes disparaissant dans les airs dans des conditions apparemment idéales. Le cas de James est l'un de ceux qui sont encore discutés dans les forums et les groupes consacrés aux disparitions mystérieuses sur les routes touristiques des États-Unis. Dans cette histoire, plusieurs éléments étaient frappants à la fois. Un temps parfaitement dégagé, un équipage fiable, aucun signe de panique ou d'accident pendant des heures. Et soudain, comme en un instant, un homme a disparu. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le corps de James a été retrouvé 2 semaines plus tard, à seulement 2 kilomètres du sentier, à un endroit qui avait été vérifié à plusieurs reprises et de manière très minutieuse par les bénévoles et les sauveteurs professionnels au cours de l'opération de recherche. La cause de la mort n'a jamais été officiellement déterminée et il n'y avait pas de traces ou d'indices indiquant sa nature. James Carter est né en 1985 dans une petite ville près de Knoxville, dans le Tennessee. Ses parents se souviennent de lui comme d'un garçon tranquille, mais curieux, qui aimait les activités de plein air. À l'adolescence, il s'est intéressé à la course à pied, puis à la randonnée. Sa famille a noté son vif intérêt pour le sentier des Appalaches. Il lisait les rapports des 300 000 et des 1000 km, personnes ayant parcouru de grandes portions du sentier, étudiait les conseils des anciens et rêvait de parcourir un jour la totalité de la distance. Au milieu de la vingtaine, James a déjà effectué plusieurs randonnées de difficulté moyenne avec des amis. Son ami et compagnon de route, Tom Pearson, décrit James comme prudent mais déterminé. Il ne prenait jamais de risques inutiles et prenait la sécurité très au sérieux. Il vérifiait les prévisions météorologiques, emportait une trousse de premiers soins de base et savait naviguer à l'aide d'une carte et d'une boussole. Bien que ses compétences techniques, alpinisme ou randonnée extrême, soient moyennes, son expérience générale lui permettait de parcourir en toute confiance des sections populaires du sentier des Appalaches. Au moment de sa disparition, James travaillait pour une petite entreprise de design à Chattanooga. Il pouvait se permettre de voyager régulièrement car son emploi du temps était relativement flexible. Selon ses proches, il prévoyait de faire une petite randonnée printanière sur le sentier en compagnie de 2 vieilles connaissances, Eric Robertson, 30 ans, et Matt Kendrick, 28 ans. Il les connaissait tous les deux depuis plus de 5 ans. Ils avaient déjà fait de courtes sorties ensemble et tout semblait normal et sans danger. La date officielle de départ de la randonnée était le 3 mai 2014. Trinity s'est rassemblée sur l'un des parkings à l'entrée de la section du sentier des Appalaches, la plus proche de l'est du Tennessee. D'après les souvenirs des témoins oculaires, il s'agissait d'une journée de printemps typique. Un ciel dégagé, une légère brise et des températures avoisinant les 20 degrés Celsius, sans aucun signe de changement soudain. Il n'y avait pas d'avis de tempête ou de forte pluie dans les 24 heures à venir. James, Eric et Matt ont pris l'équipement standard, tente, sac de couchage, nourriture pour 3 ou 4 jours, vêtements légers pour se réchauffer et vêtements chauds pour les nuits qui pourraient encore être fraîches. Les téléphones des gars étaient rechargés, mais le signal sur l'Appalachian Trail était périodiquement perdu. Comme il s'agit d'une caractéristique connue des régions montagneuses, personne n'a considéré cela comme un problème, et encore moins comme quelque chose d'anormal.
Le soir du 3 mai, la compagnie s'installe à l'une des bornes du sentier. Un camping officiel avec un foyer et un espace plat pour les tentes. Plusieurs groupes de randonneurs sont déjà présents, désireux de discuter avec les nouveaux venus. Eric se souviendra plus tard, « Tout était aussi normal que possible. Nous avons rencontré les gars qui avaient voyagé vers le nord. Nous avons bavardé. Certains ont partagé leurs histoires. Il n'y a pas eu d'alarme. Le lendemain, 4 mai, le temps était le même. Le soleil brillait, la température atteignait plus 25 degrés. Et cela promettait d'être une belle journée de marche. Les 3 amis marchent le long du sentier, discutant souvent, plaisantant, s'arrêtant pour prendre quelques photos. À l'heure du déjeuner, ils voulaient terminer un certain tronçon du sentier et prévoyaient un endroit pour une deuxième nuit. Vers 10h30, James a pris un peu d'avance, comme c'est souvent le cas dans un groupe de personnes ayant des vitesses de marche différentes. Certains marchent plus vite, d'autres plus lentement. Comme il était l'un des plus robustes, il laissait parfois ses amis derrière lui sur quelques centaines de mètres et les attendait à un endroit propice du sentier. D'après Eric, à ce moment-là, ils ont décidé de prendre des nouvelles du navigateur dans une demi-heure environ. Le sentier suivait une pente douce, surplombant une vallée envahie par une jeune forêt printanière. Vers 10h45, 10h50, Eric et Matt ont remarqué qu'ils ne voyaient pas James devant eux. D'habitude, ils s'arrêtaient à un point de vue ou se faisaient connaître par la voix. Ils ont accéléré, pensant qu'il s'était peut-être déplacé plus loin. Pendant les 2 minutes qui suivirent, les garçons avancèrent pratiquement au pas de course, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'endroit que James semblait devoir occuper, s'il s'était simplement avancé. Mais ils n'y étaient pas. Eric et Matt n'ont pas paniqué tout de suite. Ils ont pensé que James s'était peut-être écarté par nécessité naturelle, ou qu'il avait décidé de prendre des photos depuis une corniche située juste à l'écart du sentier. Ils l'ont appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Ils ont regardé derrière les rochers, les plus proches, vérifié le sentier qui descendait dans le petit lit du ruisseau asséché, mais James était introuvable. La situation semblait avoir disparu en quelques minutes. Se rendant compte que quelque chose n'allait pas, Eric et Matt ont appelé le 911, mais le signal a été perdu presque immédiatement. Ce n'est que la deuxième fois, un peu plus haut sur la crête, qu'Eric a pu dire brièvement au répartiteur qu'un ami avait disparu et donner une position approximative sur le sentier. Le répartiteur a répondu que les gardes forestiers les plus proches étaient en route et qu'il fallait rester en contact. Les garçons décident d'abord de jeter un coup d'œil autour d'eux, sans trop s'éloigner du sentier. Il est midi, le ciel est dégagé et la visibilité est excellente. On aurait pu penser que si James était tombé ou s'était blessé, il aurait élevé la voix, on aurait entendu des cris. Mais la forêt était silencieuse. Il n'y avait aucun bruit, aucun signe de lutte, aucun signe indiquant que James s'était trompé de chemin. Environ 1 heure après le premier appel, 2 gardes forestiers, Jacob Hill et Ron Murphy, qui avaient réussi à se rendre en VTT jusqu'à la descente la plus proche du sentier des Appalaches, les ont rejoints sur le sentier. Ils ont interrogé Eric et Matt sur les détails, puis les ont informés qu'une équipe de recherche et de sauvetage, ainsi que des équipes de tournage, arriveraient dans la soirée et qu'un hélicoptère serait peut-être impliqué, si les conditions météorologiques le permettaient. Tout au long de la journée, les gardes forestiers ont vérifié la pente en dessous du sentier, en descendant des sections abruptes. Des cordes ont été utilisées pour s'assurer, mais aucun homme, aucun vêtement, aucune trace en bas. Parallèlement, Eric et Matt ont inspecté la zone au nord, pensant que James avait pu accidentellement passer par là. Plusieurs autres rangers les ont rejoints dans la soirée, mais la journée s'est achevée sur une absence totale de résultats. Dès le matin du 5 mai, la zone de la disparition est littéralement envahie par les équipes de recherche.
Selon les responsables du shérif du comté de Monroe, la première journée complète de recherche a mobilisé jusqu'à 30 personnes, sauveteurs, bénévoles, gardes forestiers et maîtres chiens avec leurs chiens. À midi, un hélicoptère de la Garde nationale du Tennessee est également intervenu, survolant la chaîne de montagnes et scrutant les lisières de la forêt à l'aide d'une caméra thermique. Le temps est resté clair et la visibilité excellente, mais les premières heures ont révélé un détail étrange. Les chiens ont retrouvé la trace de James à partir du camp où il avait passé la nuit, mais l'ont rapidement perdu à l'endroit où Eric et Matt avaient vu l'ami pour la dernière fois. L'un des chiens l'a traîné jusqu'à un sentier secondaire qui menait à une petite chute d'eau, mais presque immédiatement, le reniflage s'est arrêté. C'était comme si l'homme avait disparu à un moment donné, sans laisser d'odeur ni de traces de chaussures. Le shérif du comté, Harold Wilkins, a décidé d'étendre la zone de recherche à un rayon de 3 km autour du lieu présumé de la disparition. Les 6 et 7 mai, des personnes ont littéralement passé au peigne fin. Les bois, carré par carré. Rien n'est trouvé. Pas d'empreinte, pas de vêtements, pas une goutte de sang, pas de signal de téléphone. Le niveau d'eau des ruisseaux et des rivières de la région était bas, et le courant n'était pas trop fort. En théorie, même si l'homme était tombé à l'eau, les chances de le retrouver, ou du moins ses effets personnels, semblaient assez élevées. L'équipe de plongeurs a examiné plusieurs étangs et piscines dans les canaux, mais en vain. Au cours de l'enquête, la police a également vérifié les versions dites domestiques. Suicide soudain, disparition mise en scène, conflits avec des amis. Mais rien ne laissait présager de tels motifs. Eric et Matt, le cœur littéralement brisé, ont supplié tout le monde de continuer à chercher et de ne pas se méfier. Le shérif n'a aucune raison de croire qu'ils sont impliqués dans la disparition. Un test polygraphique administré à chacun d'entre eux n'a révélé aucun mensonge dans leur récit des événements. La famille de James a nié toute dépression ou problème qui aurait pu l'inciter à partir. Au contraire, il était enthousiaste à l'idée de voyager, faisait des projets pour l'été, avait un emploi stable et n'avait pas de dette. Ses amis soulignent que si James était prudent, il n'était pas alarmiste et que, dans les situations critiques, il se comportait avec sang-froid et logique. On peut supposer qu'il a été blessé ou qu'il a eu un malaise soudain, mais alors pourquoi n'a-t-on pas entendu d'appel à l'aide ou de bruit de chute dans les bois? La technique de navigation GPS, qui avait bien fonctionné pour les 2 autres garçons à l'époque, constituait également un fait curieux, mais le téléphone de James n'avait émis aucun signal depuis qu'il avait disparu. La liaison satellite ne captait que le point du matin. Après 10h45, le signal a semblé s'interrompre. L'analyse des tours de téléphonie mobile n'a pas non plus révélé de signaux émis par le téléphone de James dans les jours qui ont suivi. 2 semaines de recherche continues organisées par les autorités et les bénévoles n'ont rien donné. La zone autour de la piste a été survolée par des hélicoptères, des drones et même de petits avions équipés de matériel d'enquête. Les chiens, qui changent, tournent autour de la zone encore et encore. La fatigue et le désespoir ont envahi les personnes impliquées dans l'opération. L'attention du public s'est accrue. Les médias locaux et les sites d'information ont publié des reportages. Des pages Facebook bénévoles ont incité les gens à participer aux recherches, mais en vain. Le 18 mai, 14 jours exactement après la disparition, s'est produit ce que le shérif a appelé plus tard le détail le plus déroutant de cette affaire. Un groupe de volontaires patrouillant dans la vallée, à environ 2 km au nord de la piste principale, tombe sur le corps d'un homme. L'état du cadavre ne laissait pas supposer qu'il était resté là plusieurs jours, à l'air libre. Mais un examen médico-légal n'a pas permis de déterminer avec certitude l'heure de la mort.
Des documents trouvés dans la poche de son jean ont permis d'identifier immédiatement le défunt. Il s'agissait de James Carter. L'endroit où le corps a été retrouvé a été vérifié à plusieurs reprises dans le cadre de l'opération de recherche. Les volontaires qui ont arpenté cette zone il y a une semaine ont juré qu'il n'y était pas. Il était impossible de le manquer, s'est souvenu un participant. C'est une zone peu boisée, pratiquement à ciel ouvert. Ne pas voir un corps allongé sur le sol, c'est impossible. Étonnamment, lors de la découverte, il n'y avait pas de signes évidents de décomposition ou de dommages typiques de 2 semaines passées dans la forêt, sous un climat chaud. Ces jours-là, les températures atteignaient plus 25. Pleuve 10 degrés Bersa pendant la journée, ce qui accélère généralement le processus de décomposition. La Saucenne elle-même donnait l'impression que le corps se trouvait dans la région depuis relativement peu de temps, ou du moins qu'il avait été conservé dans des conditions qui n'avaient jamais pas permis à l'environnement de le modifier rapidement. Il n'y avait aucune trace d'insectes, et les oiseaux n'avaient même pas non plus touché les stures ou les restes. Autre fait étrange, les vêtements de James étaient presque intacts. Seul son pantalon était légèrement déchiré au niveau du genou droit. À ses pieds, il y avait des bottes de trekking, dont les lacets étaient noués. Le sac à dos a disparu et n'a été retrouvé ni dans cette zone, ni ailleurs. Le téléphone a également disparu. Le rapport du médecin légiste, le docteur Mario Carver, a été déterminant dans l'affaire. Officiellement, il a conclu à une mort de cause indéterminée. Le corps ne présentait aucune blessure par arme blanche, aucune contusion grave, aucune fracture indiquant une chute d'une certaine hauteur, aucun signe de strangulation ou d'autres impacts violents. L'analyse toxicologique n'a révélé aucune anomalie significative. Il n'y avait pas de traces de poison puissant, de drogue ou de médicaments dans le sang. Le seul détail inhabituel était un léger gonflement des tissus mous autour du cou et du visage, mais cela n'était pas suffisant pour tirer une conclusion définitive. Il n'était pas clair si ce gonflement pouvait être le résultat d'une réaction allergique ou, par exemple, le résultat de facteurs externes liés à l'environnement naturel. Les autorités ont longtemps réfléchi à la question. Comment le corps s'est-il retrouvé dans un endroit qui avait été contrôlé à plusieurs reprises? Comment le défunt a-t-il pu naturellement apparaître à cet endroit alors qu'il avait disparu sur un sentier situé à 2 kilomètres de là? Peut-être avait-il été en vie pendant tout ce temps, puis était-il sorti ou avait-il atteint cet endroit et était-il mort? Mais alors, où était passé le sac à dos et pourquoi n'y avait-il pas eu la moindre piste dans la région? Fin mai 2014, le shérif du comté de Monroe a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé « Nous suspendons la phase active de l'enquête et la recherche de preuves parce que toutes les pistes ont été épuisées. L'affaire reste ouverte et si de nouvelles informations sont disponibles, nous reprendrons l'enquête. » Les proches de James ont accepté la réalité de sa mort, mais des questions subsistent. Que s'est-il réellement passé et pourquoi la zone où il a été trouvé a-t-elle été vérifiée à plusieurs reprises et sans résultat? Les médias se souvenaient encore de l'affaire depuis longtemps. Des grandes chaînes de télévision couvrant le sujet des disparitions mystérieuses sur les pistes américaines, aux publications locales et aux blogueurs enthousiastes qui recueillaient et analysaient toute mention des détails de l'affaire. Périodiquement, des témoins apparaissaient, affirmant avoir vu des lumières dans le ciel ou entendu des bruits étranges cette nuit-là, mais après vérification, l'information n'était pas confirmée. La famille de James possède toujours sa collection de matériel de camping et les albums de photos des randonnées passées dans sa mémoire. Les parents, Tom et Lauren Carter, ont essayé de trouver sur les réseaux sociaux d'autres personnes ayant rencontré
quelque chose de similaire sur le sentier des Appalaches. Des dizaines d'utilisateurs leur ont écrit, racontant des pertes soudaines de connexion, des expériences mystiques lors de randonnées et des objets manquants. Mais aucun de ces récits n'est devenu une véritable piste. Le 19 juillet 2011, dans le Maine, a commencé une histoire dont la communauté des randonneurs débattra encore longtemps. Ce jour-là, Emily White, 27 ans, et son petit ami, Josh Rivers, partent pour une courte journée de randonnée sur un tronçon populaire d'un sentier de montagne. L'itinéraire se trouvait près de l'un des contreforts de la chaîne de montagnes, où les amoureux de la nature et les aventuriers ont l'habitude de se rendre. Selon Josh, 1h30 à 2h avant midi, ils avaient déjà parcouru la plus grande partie du chemin, profitant des vues magnifiques. Emily s'est arrêtée plusieurs fois pour prendre des photos des prairies fleuries et des pins qui s'étendent sur les pentes. L'itinéraire n'a pas de nom officiel, mais il est souvent appelé « Country Lookout » par les randonneurs locaux. Pas trop difficile, mais avec des vues spectaculaires sur les collines et les vallées. La plupart du temps, il s'agissait d'une randonnée à une altitude de 300 à 400 mètres, au-dessus du niveau de la mer, avec des montées graduelles. Après 2 heures de marche rapide, Emily s'est sentie un peu fatiguée et a suggéré de faire une petite pause. Josh a regardé la carte et a décidé de vérifier l'emplacement du prochain panneau de signalisation pour savoir exactement quelle distance il fallait parcourir jusqu'à un point de vue pratique. Il n'avait que 3 minutes d'avance, comme il l'a dit plus tard aux enquêteurs. « J'ai littéralement couru jusqu'au coin et je suis revenu. Cela n'a pas dû prendre plus de 5 minutes si l'on compte les allers-retours. » Mais lorsqu'il est revenu, Emily n'était plus là. Son petit sac à goûter était toujours sur le rocher où elle venait de s'asseoir. Son eau et son téléphone étaient dans son sac à dos qu'elle n'avait pas enlevé. Josh n'a pas entendu de cris ni de bruit de lutte. Le terrain autour d'eux était généralement visible, à l'exception de petites zones d'arbustes denses et de corniches rocheuses. Il appela Emily par son nom, contourna les arbres d'eau les plus proches et jeta un coup d'œil par-dessus le bord du sentier, supposant qu'elle avait pu s'éloigner un instant pour prendre une photo spectaculaire ou pour préserver son intimité. Mais les minutes ont passé et elle n'a pas répondu. Emily White est née et a grandi à Portland, dans le Maine. Ses parents se souviennent que dès son plus jeune âge, la jeune fille aimait la musique et le théâtre, mais qu'elle adorait aussi passer du temps à l'extérieur. Quand les autres enfants rentraient de l'école en courant pour regarder la télévision, elle préférait aller dans les bois. Après l'université, Emily a trouvé un emploi dans un petit bureau d'assurance, mais les week-ends, elle essayait d'aller à la montagne, dans la nature, en camping, parfois seule, le plus souvent avec des amis ou avec Josh. Josh et Emily se sont rencontrés 1 an avant les événements décrits ci-dessus. Ils ont fréquenté ensemble un studio de yoga organisé par leurs amis communs. Selon leurs amis, le couple semblait très harmonieux. Emily, calme et amicale, et Josh, plus énergique mais attentionné, se complétaient bien. Au cours de l'été 2011, ils avaient déjà pris l'habitude de partir en randonnée dans le Maine 1 fois par mois. La plupart du temps, il s'agissait de courtes randonnées d'une journée, rarement d'une nuit, mais toujours soigneusement planifiées. Emily aimait préparer ses randonnées, lire des guides de randonnée et vérifier les prévisions météorologiques. Ses amis la décrivent comme une personne ne présentant aucun signe de dépression ou de pensée suicidaire. Les conflits dans sa relation avec Josh étaient également absents. Il était pleine de projets. Elle voulait passer pour un instructeur de randonnée à l'automne, a déclaré Sarah Ling, une amie d'Emily, se souvenant de la façon dont elles discutaient de l'avenir ensemble.
La version du départ volontaire d'Emily dans les bois n'a donc pas trouvé d'écho auprès des proches ou des connaissances. Immédiatement après s'être rendu compte de la disparition d'Emily, Josh a d'abord pensé qu'elle s'était enfoncée plus loin, sur le sentier ou dans un bosquet voisin. Laissant à la vue de toutes leurs affaires communes, à l'exception de son téléphone qui était dans sa poche, il s'est empressé de faire du jogging le long du sentier, en appelant Emily par son nom. Mais rien n'y fait. Silence, aucun signe de présence ou de réponse. En homme raisonnable, Josh essaie de ne pas paniquer. Il se rend compte que le sentier n'est pas très long et que la visibilité est assez bonne par endroits. Le risque de se perdre en 3 minutes et sans un seul cri semblait négligeable. Cependant, alors qu'il regagne son lieu de repos, l'inquiétude monte dans son cœur. Il appela le 911. Heureusement, la connexion fonctionnait toujours, bien que de manière irrégulière. Le répartiteur lui répondit que les rangers les plus proches seraient dits sur les lieux, mais demanda à Josh de ne pas essayer d'aller trop loin tout seul. Dans une disparition soudaine, il est toujours important de fixer le point d'origine de la personne disparue. Au bout d'une heure, 2 gardes forestiers sont arrivés en jeep au bord du sentier et se sont approchés de Josh. Les tentatives d'appel d'Emily se poursuivent, mais en vain. Le soleil a déjà franchi le cap de midi et le temps commence à jouer contre les chercheurs. À 15 heures, plusieurs autres sauveteurs et 2 officiers de police se sont rendus sur place. Ils ont examiné les falaises les plus proches, les trouées dans les bois, le ruisseau, s'il coulait à proximité, s'il y avait des signes de chute. Aucun indice, aucun bruit, pas un seul objet qui puisse être lié à la jeune fille disparue. Lorsqu'il est devenu évident que les recherches menées par les gardes forestiers nus ne donnaient aucun résultat, le shérif du comté a organisé une opération de recherche de grande envergure. Dès le 19 juillet au soir, des volontaires, des randonneurs expérimentés et des cynologues accompagnés de chiens ont commencé à arriver. Le quartier général a été installé dans un petit camping au pied de la montagne où tous les participants se sont rassemblés. Le lendemain matin, à l'aube, nous avons commencé à parcourir la zone, divisée en secteurs. La tâche la plus importante était de comprendre le paysage. Le Maine est connu pour ses collines rocheuses et ses forêts qui, bien qu'inférieures aux majestueuses montagnes de l'ouest des États-Unis, peuvent tout de même présenter des défis importants. Les lits de ruisseaux escarpés, les falaises de granit et les sous-bois denses rendent la recherche difficile. De plus, les cartes officielles de la région n'indiquaient pas toujours avec précision les sentiers étroits utilisés uniquement par les amateurs expérimentés. Les chiens ont immédiatement détecté l'odeur d'Emily à partir de l'endroit où elle était assise. Mais après 70 à 80 mètres, ils ont soudainement perdu la piste. Les chiens ont suggéré que la jeune fille avait peut-être tourné sur le côté, mais il n'y avait pas de direction claire. Ils ont rapidement appelé un hélicoptère de l'équipe de sauvetage aérien, la plus proche, pour inspecter le versant de la montagne et les vallées adjacentes depuis les airs. Le temps restait clair. La visibilité permettait de voir les anomalies dans les couronnes des arbres, les endroits où se trouvaient des débris, les gorges profondes. Mais, hélas, aucun résultat. Au fil des jours, l'atmosphère autour du camping d'Emily a progressivement changé. Des journalistes des médias locaux ont commencé à apparaître, à photographier les tentes et à interviewer les volontaires. Tous disent à peu près la même chose. Il est absolument incompréhensible que quelqu'un puisse disparaître sans laisser de traces en 3 minutes, même pendant la journée, sur un simple tronçon de sentier, par beau temps et avec des touristes dans la région. Les habitants de la région, installés depuis longtemps au pied de la montagne, sont également perplexes. Ils ont indiqué dans certaines interviews qu'ils avaient entendu parler d'autres cas de disparition dans la région, mais qu'ils n'avaient jamais disparu aussi rapidement et sans laisser de traces. Les falaises du Maine
peuvent atteindre des hauteurs moyennes, mais certaines sont presque verticales et nécessitent une expérience de l'escalade. Selon les dires de Josh, il n'y avait pas de falaise abrupte ou de corniche dangereuse à l'endroit où Emily a disparu. Tout semblait relativement calme, juste des corniches rocheuses, basses et une pente modérément inclinée. Les arbustes et les arbres pouvaient y dissimuler un homme, mais pas au point de le rendre introuvable dans le cadre d'une opération de recherche aussi importante. Le 22 juillet, 3 jours entiers après la disparition, les équipes Zebedee de recherche et de sauvetage avaient vérifié un rayon d'environ 8 km autour du lieu de la disparition. Des bénévoles ont placé des marqueurs sur les arbres pour indiquer clairement les carrés passés au peigne fin. Des drones et un hélicoptère ont fait 2 fois le tour de la montagne en cercle concentrique, examinant chaque plateau ouvert, chaque clairière. Ils n'ont rien trouvé, aucune trace de vêtements, aucun feu de camp, aucun sac à dos, pas même d'empreintes de chaussures d'eau fraîche. En même temps, la police a vérifié si Emily avait eu des conflits, des querelles, des connaissances étranges. Mais cette enquête n'a rien donné. La famille et les amis de la jeune fille ont nié tout ce qui allait dans ce sens. Josh a été soumis à un détecteur de mensonges. Il n'a montré aucun signe de tromperie. Selon lui, il aimait Emily et ne pouvait imaginer une seconde qu'elle ait elle-même fui ou se soit cachée volontairement. De temps en temps, la version selon laquelle elle aurait pu être kidnappée par quelqu'un a été évoquée. Mais pour le faire sur une route touristique populaire en plein jour, il aurait fallu agir avec une rapidité et un silence incroyables. En outre, aucun des autres touristes n'avait signalé la présence de personnes ou de véhicules suspects dans les environs. Une fois de plus, il s'agit d'une question d'absence de preuves. Au bout de 10 jours, les efforts des chercheurs commencent à faiblir. Les bénévoles sont fatigués et la famille d'Emily est dans un état de désespoir extrême. C'est à ce moment-là, le 29 juillet, qu'ils ont reçu un message d'une équipe d'alpinistes qui s'entraînaient ensemble sur l'une des zones rocheuses difficiles d'accès au nord-est du sentier. Il s'agissait d'une paroi presque à pic, à une altitude d'environ 500 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Il n'était accessible qu'avec un équipement spécial, cordes, mousquetons, crochets. Et c'est là, parmi les corniches, que les alpinistes ont remarqué quelque chose qui ressemblait étrangement à une silhouette humaine. Le signal a été immédiatement transmis à la police et aux sauveteurs. Et, dans la soirée, un groupe capable de réaliser des escalades techniques est arrivé dans la région. À la grande horreur de tous les participants à l'opération, le corps d'une femme se trouvait en effet sur une étroite plateforme de pierre, où il n'y avait pratiquement pas de prise. Les documents conservés dans la poche intérieure de sa veste le confirment. Il s'agit d'Emily White. À proximité se trouve son petit sac à dos, appuyé contre le rocher, les boucles intactes. Emily elle-même était dans une position comme accroupie contre le mur, face au fil à plomb. Le premier examen a montré qu'il n'y avait pas de blessures externes graves, ni de plaies sanglantes sur le corps, mais qu'en raison des 10 jours passés à l'air libre, il avait commencé à se décomposer. Néanmoins, les experts ont assuré qu'en raison de l'humidité modérée et de la chaleur ensoleillée, le processus était relativement rapide, mais pas au point de masquer complètement tout signe de blessure. Aucune fracture évidente des membres, caractéristique d'une chute d'une grande hauteur, n'a été constatée. Les vêtements étaient presque intacts, à peine souillés. Le pantalon et les bottes étaient dans un état normal, sans dommages significatifs. La poche intérieure du sac à dos contenait un téléphone portable, mais celui-ci avait été brisé, probablement en heurtant des rochers, de sorte qu'aucune donnée n'a pu en être extraite dans l'immédiat. Une analyse plus détaillée effectuée ultérieurement n'a pas non plus apporté de réponse. La mémoire du téléphone ne contenait pas de photos ou de messages récents susceptibles de nous éclairer sur les derniers instants d'Emily.
La charge de la batterie était épuisée depuis longtemps au moment de la découverte. La question la plus pressante est de savoir comment Emily a pu se retrouver sur ce rocher difficile d'accès. Selon des alpinistes expérimentés, il est impossible de se perdre là-haut. L'escalade nécessite un équipement spécial et Emily n'en avait pas. De plus, aucune des équipes d'omnium de secours qui ont inspecté montagne après montagne n'a vu de chemin possible que la jeune fille aurait pu emprunter seule. L'examen médico-légal, qui a duré environ 1 mois, s'est officiellement achevé sur la conclusion suivante: la cause du décès n'a pas été déterminée. Le rapport du pathologiste indique qu'il n'y a pas de signes évidents de strangulation ou d'acte violent, mais qu'il n'y a pas non plus de blessures caractéristiques d'une chute de hauteur. Il a été noté qu'aucune toxine ou poison n'a été trouvée dans le corps. L'inspecteur du shérif, John Hightower, après avoir examiné les résultats, s'est contenté de lever les bras au ciel. Nous ne pouvons pas dire que la mort a été violente, mais nous ne pouvons pas non plus expliquer comment elle est arrivée là. La nouvelle qu'Emily White avait été retrouvée, mais dans un endroit si inattendu, provoqua un tollé. Les journalistes s'emparent de l'histoire, une disparition mystérieuse et une découverte encore plus mystérieuse. Après avoir reçu le corps d'Emily, les parents organisent une modeste cérémonie d'adieu à laquelle assistent des dizaines de bénévoles qui ont participé aux Pesaro recherches. En disant au revoir à sa fille, Mark White, le père d'Emily, a supplié la police de ne pas clore l'affaire et de poursuivre l'enquête dans l'espoir de découvrir de nouveaux éléments. La police était légalement tenue de maintenir l'affaire ouverte, mais en l'absence de pistes concrètes, l'enquête ne disposait que de peu d'outils. Josh Rivers, brisé par le chagrin, a essayé de coopérer avec les autorités, mais il était plein de questions. Interrogé une nouvelle fois par le shérif, il déclare « Je ne comprends pas. Là où elle a été trouvée, elle n'a pas pu être là par accident ou volontairement. Emily ne faisait pas d'escalade, et si elle l'avait été, elle ne serait pas partie toute seule. » Rapidement, les membres de l'opération de recherche et de sauvetage ont commencé à partager leurs histoires et leurs spéculations sur des forums consacrés aux disparitions mystérieuses. Certains ont évoqué une disparition anormale, une personne disparaissant au milieu de nulle part et retrouvée dans un endroit inaccessible sans des compétences et un équipement particulier. D'autres pensent qu'Emily a peut-être été victime d'un enlèvement et que son corps a simplement été caché sur une falaise pour effacer ses traces. Mais aucune preuve ne vient étayer cette théorie. Pas de traces de lutte, pas d'ADN, pas d'indice de la présence d'étrangers. Le cas d'Emily White répond à plusieurs des critères habituellement mentionnés dans les histoires de disparition 411. L'absence d'explication logique au déplacement, l'incompréhension totale du comportement de la victime et l'impossibilité de déterminer la cause exacte de la mort. L'enquête de police, qui a duré plusieurs mois, s'est terminée par la mention « L'affaire reste ouverte sans données suffisantes pour une mise en accusation ». En d'autres termes, il n'y a pas de réponse officielle, ni en termes de motifs, ni en termes de détails. La famille d'Emily a engagé un enquêteur privé qui, lui non plus, n'a rien trouvé qui permette de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Les habitants de la région ont continué à dire que cette zone montagneuse avait été le théâtre de choses étranges, à plusieurs reprises. Certains ont entendu des sons étranges pendant la nuit. D'autres ont perdu leurs repères, même pendant la journée. Cependant, aucun fait objectif expliquant la mort d'Emily n'a été trouvé. Ce sera tout. Merci d'être resté avec nous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer de nouveaux épisodes. À bientôt dans les prochaines vidéos. Bye. Les parcs nationaux
Et les forêts denses ne sont pas seulement des endroits de beaux et calmes. Ici, entre les arbres et les chemins, il se passe parfois des choses étranges qui vous effraient. Des personnes disparaissent sans laisser de traces, comme si la forêt elle-même les emportait. Imaginez une soirée tranquille, vous montez votre tente, vous regardez le coucher de soleil, et en un instant vous disparaissez. Aujourd'hui, nous allons vous raconter deux histoires mystérieuses. La première concerne Tom Haley, qui a disparu de sa tente près du rocher de la Dent du Dragon lors d'un violent orage. La seconde histoire est celle d'un petit garçon, Kevin Rodriguez, qui a disparu quelques secondes sous les yeux de ses parents. Seule sa veste a été retrouvée par la suite, ce qui rappelle étrangement le mystère qui se cache dans les bois. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de ce type, n'hésitez pas à les aimer, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Passons maintenant à la première histoire qui vous donnera certainement la chair de poule. Le 15 avril 2017, Tom Haley, 34 ans, a soudainement disparu près d'un sentier de randonnée bien connu, à proximité d'une formation rocheuse que les randonneurs appellent Dragon's Tooth. Cette zone, située dans la forêt nationale George Washington et Jefferson de Virginie, est connue depuis longtemps pour ses magnifiques sentiers de randonnée et ses panoramas époustouflants. Des centaines d'amateurs de plein air s'y rendent chaque année, mais c'est dans ces lieux que l'on enregistre de temps à autre des disparitions inexpliquées de personnes, et ce dans des conditions plutôt favorables. Le cas de Tom Haley a touché de nombreuses personnes. Sa famille et ses amis ont tout mis en œuvre pour retrouver sa trace, tandis que les autorités du comté et des bénévoles ont passé des mois à parcourir le voisinage pour tenter de comprendre où un homme jeune et apparemment en bonne santé avait pu se rendre. L'histoire de Tom était remarquable parce qu'il a disparu à la sortie de sa tente, laissant ses affaires, son téléphone et même son portefeuille intacts. Rien n'indiquait qu'il était parti volontairement et tout semblait indiquer qu'il s'était simplement dissous. Aucun corps, aucune personne vivante, ni la moindre preuve n'ont jamais été retrouvés. Tom Haley est né en 1983 dans la banlieue de Washington, D.C., en 1983. Selon sa mère, Ellen Haley, dès son enfance, il aimait la nature et avait tendance à passer ses week-ends à faire de la randonnée, à pêcher ou à faire du VTT. Pendant sa scolarité, Tom a fait du sport, en particulier de l'athlétisme et du cross-country. En 2017, Tom travaillait comme administrateur de système pour une petite entreprise informatique à Richmond, en Virginie. Il a essayé de ne pas interrompre sa passion pour le tourisme. Une fois par mois, voire plus souvent, il s'aventurait dans les régions montagneuses voisines, préférant les randonnées en solitaire ou en petits groupes. Ses amis se souviennent que Tom abordait généralement les voyages de manière responsable et qu'il étudiait toujours les prévisions météorologiques, une carte de la région et emportait l'équipement nécessaire. En avril 2017, Tom a eu de courtes vacances d'une semaine. Pour des raisons familiales, il n'a pas pu faire une grande sortie avec ses copains en Virginie occidentale et il a donc décidé de passer quelques jours en solo à randonner autour de Dragon's Tooth, un tronçon bien connu près de l'Appalachian Trail. Son plan était de faire un peu de camping dans une zone où il est possible de passer la nuit, de marcher jusqu'aux falaises elles-mêmes et peut-être de prendre quelques photos depuis les points de vue panoramiques. Sa famille n'y voyait rien d'anormal. Les montagnes de Virginie sont la deuxième maison de Tom et il disposait d'un équipement et de compétences suffisants. D'après la correspondance échangée avec un ami, à en juger par les SMS qui ont été examinés plus tard par la police, nous savons que Tom est arrivé au départ du sentier le matin du 14 avril dans sa voiture.
Il a garé sa voiture sur le parking officiel réservé aux randonneurs, a pris son sac à dos et est parti en direction d'un camping situé à environ 1 km du sentier principal. Le lendemain matin, 15 avril, il a été vu par un autre randonneur, un couple de Roanoke, qui marchait sur le sentier dans la même direction. Ce couple marié, Tom et Kathy Patterson, tous deux âgés d'une quarantaine d'années, se souvient qu'en se rendant à Dragon's Tooth, le matin du 15 avril, ils ont rencontré Tom Haley sur le parking. Il a semblé amical et ouvert, les a salués et leur a demandé s'ils avaient vraiment vu des panneaux de signalisation sur le sentier latéral. Kathy a noté dans sa conversation avec la police qu'elle n'avait remarqué aucun signe d'agitation ou de comportement inapproprié de la part de Tom. Il semblait alerte, disant qu'il avait passé la nuit dans une tente et qu'il comptait se rendre sur le sentier dans l'après-midi pour rentrer avant le crépuscule. À la mi-journée, on a appris que les météorologues prévoyaient un orage violent pour la soirée de ce jour-là, à en juger par la correspondance échangée sur les forums de discussion et par les prévisions. Un front, qui se produit souvent dans les montagnes de Virginie au printemps, était effectivement attendu. Les personnes rencontrées en chemin se sont mutuellement averties de la possibilité de fortes pluies, de tonnerre et de vent, et ont recommandé de planter les tentes sous les arbres afin de les protéger des rafales de vent. La famille de Patterson s'est mise en route, tandis que Tom essayait de rester pour faire ses bagages et a prévu de revenir au point de départ du sentier vers l'heure du déjeuner. Personne ne se doutait que ce serait la dernière preuve confirmée de sa présence dans la région. Selon la station météorologique, un système de pluie a commencé à se former dans l'après-midi du 15 avril. Vers 10 à 8 heures, une averse accompagnée de coups bonnies de tonnerre et de puissantes rafales de vent s'est abattue sur le département où se trouve le site de la Dent du Dragon. Les rafales atteignaient 25 à 30 mètres par seconde, ce qui correspondait à une forte tempête, capable de briser des branches d'arbres et d'abattre des structures légères. Le terrain sur les flancs des montagnes devient alors extrêmement inconfortable et potentiellement dangereux. Dans les mêmes châteaux touristiques, les gens ont activement partagé les avertissements. Certains ont écrit qu'ils se tourneraient vers le motel le plus proche, d'autres ont prévu de camper dans des zones plus basses et de garder la tente très solidement attachée. Hélas, on ne sait pas si Tom s'est connecté pendant cette période. Les communications dans les montagnes s'affaiblissaient et les signaux cellulaires étaient souvent perdus dans la région. Il est probable qu'il est resté dans sa tente, espérant attendre la fin de la tempête. Le matin du 16 avril, Kathy et Tom Patterson, qui revenaient de Dragon's Tooth, ils avaient là pour passer la nuit ailleurs, dans un refuge pour touristes, ont décidé de prendre des nouvelles de Haley, qu'ils avaient rencontré la veille. Selon eux, ils ont trouvé sa tente dans la même clairière où ils l'avaient vue, le matin du 15. Cependant, l'endroit semblait n'avoir subi aucun mouvement. Le fermoir de l'auvent de la tente de camping était rabattu. Quelques effets personnels se trouvaient à l'intérieur. Un sac de couchage, une natte, un petit sac à dos. À l'extérieur, un thermos et un sac de nourriture se trouvaient pendre près du feu. Selon Kathy, le téléphone portable de Tom était posé sur une petite table de camping, comme si l'homme était sorti un instant et devait revenir. La première chose que les Patterson ont remarqué, c'est qu'il y avait des traces de l'orage de la nuit autour de la tente, des brindilles de cassé, le sol érodé par la pluie. Mais la tente elle-même était toujours debout au même endroit, ses tendeurs attachées. Elle n'avait pas l'air d'avoir été emportée par l'eau ou emportée par le vent. Autre nuance désagréable, il n'y avait pas âme qui vive dans le voisinage. Le soleil matinal réchauffait peu à peu le sol humide et le silence régnait, interrompu seulement par le chant des oiseaux. Mais Tom n'est nulle part. Après une demi-heure d'attente, les Patterson commencent à s'inquiéter. Ils appellent Tom par son nom.
tournent autour de quelques buissons voisins et d'un petit sentier descendant, mais ne trouvent aucun signe de l'homme. Katie se souvient que tout était bien rangé à l'intérieur de la tente. Les baskets de rechange de Tom, son portefeuille, un petit couteau et une lampe de poche sont restés intacts. Le couple a décidé qu'il y avait un problème et s'est rendu à un endroit où il y avait une réception de signal mobile. Ils ont dû s'éloigner de quelques centaines de mètres, plus près de la route principale, pour appeler le 911. C'est ainsi qu'à 10h15, le 16 avril, le premier appel a retenti, signalant la disparition probable d'un randonneur. Les gardes forestiers et la police locale sont intervenus rapidement. À midi, le 16 avril, plusieurs agents du service forestier, 2 policiers et 2 bénévoles d'une équipe locale de recherche et de sauvetage sont arrivés sur le site. Ils ont inspecté la tente, photographié la situation et pris dans le sac à dos de Tom quelques objets susceptibles d'être utiles pour retrouver la piste, des vêtements et une serviette portant son odeur. Le chien, spécialement entraîné à la recherche de personnes disparues, a reniflé ces objets et a commencé à avancer dans la forêt en direction d'un sentier secondaire. Mais après 200-300 mètres, il a perdu l'odeur de quelqu'un. Les sauveteurs ont indiqué qu'un violent orage aurait pu effacer de nombreuses traces, en particulier si la personne était partie la nuit ou le matin après la pluie. Le téléphone de Tom, laissé sur la table, avait une batterie à moitié déchargée. Les enquêteurs ont remarqué qu'il contenait plusieurs messages non lus d'un ami et de sa mère, envoyés dans la soirée du 14 avril et tôt le matin du 15. Il semble que Tom n'ait pas accédé à son téléphone la nuit de la tempête. Le signal GPS ne fonctionnait pas ou était inactif à ce moment-là. Aucune note ou trace de sa destination n'a été trouvée. La région de Dragon's Tooth, en Virginie, est une zone rocheuse connue pour ses protubérances verticales et ses reliefs uniques qui se dressent comme des crocs vers le ciel. Le sentier qui y mène est relativement populaire et une partie de celui-ci croise le sentier des Appalaches qui s'étend sur plusieurs États. De nombreuses personnes viennent voir ces flèches de pierre et prendre des photos spectaculaires. Mais malgré sa popularité, la forêt environnante peut s'avérer dangereuse. Certains tronçons se trouvent dans des plaines avec des libes de ruisseaux asséchés et des amas de rochers. D'autres tronçons s'élèvent brusquement jusqu'à la chaîne de Catuoba et requièrent une certaine expérience de la randonnée. Au printemps, il y a souvent des orages violents, un sol mouillé, des rochers glissants, des branches tombées après un ouragan peuvent créer une situation soudainement dangereuse pour quelqu'un qui essaie de naviguer dans de mauvaises conditions ou de nuit. Selon le rapport des prévisionnistes, la tempête a pu provoquer des engorgements localisés dans la nuit du 15 au 16 avril, mais les niveaux d'eau dans les ruisseaux et les rivières n'étaient pas extraordinaires. Cependant, une averse accompagnée de vents violents est tout à fait capable de désorienter les gens. Le bruit de la pluie, le tonnerre et les éclairs provoquent souvent la perte de repères ou la panique, surtout s'ils sont pris à l'improviste. Du 16 au 20 avril, les opérations de recherche de Tom Halley se sont poursuivies sans interruption. Un quartier général mobile a été amené au pied de la montagne avec le personnel du shérif du comté, des volontaires, des pompiers et des médecins. La zone a été ratissée par secteur et plusieurs unités canines ont été déployées. Un hélicoptère et des drones équipés de caméras ont survolé les zones boisées et les corniches rocheuses dans un rayon d'environ 5 km autour de l'emplacement de la tente. Normalement, lorsqu'un randonneur disparaît, il est presque toujours possible de trouver des preuves indirectes. Une bouteille d'eau perdue, un bout de tissu, des empreintes de chaussures fraîches sur un sol humide, des branches cassées, indiquant que la personne a marché dans les buissons. Dans le cas présent, cependant, les choses étaient extrêmement étranges.
Nous n'avons rien trouvé, racontera plus tard l'un des volontaires, comme si Haley avait disparu. Il n'y avait même pas de traces de lui dans le lit du ruisseau, alors que sous une pluie battante, de nombreuses personnes se rapprochent de l'eau lorsqu'elles perdent leurs repères. Les chiens n'ont pas non plus réussi à trouver une piste claire, et là où elle s'est interrompue, il n'y avait rien à suivre. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que tous ses effets personnels, à l'exception des vêtements qu'il portait, ont été laissés dans la tente. Son portefeuille, dans une poche de son sac à dos, contenait plus de 100 $ en liquide et des cartes bancaires. Le téléphone se trouvait sur une autre table. Rien n'indique des intentions suicidaires. Au contraire, à en juger par le carnet où Tom a noté l'itinéraire, il avait des projets pour les jours suivants. Les parents de Tom, venus d'urgence de Richmond, ont demandé aux sauveteurs de vérifier toutes les pistes possibles. Ils insistent sur le fait que leur fils n'aurait pas laissé ses affaires derrière lui sans raison particulière. Dans la nuit du 16 au 17 avril, alors que le ratissage le plus approfondi de la forêt commençait, le temps s'est calmé, mais la chute des températures a ajouté au défi. Un léger brouillard dérivant sur les bases de terre rendait la visibilité difficile. Certains chercheurs ont fait remarquer qu'il était facile de se perdre dans ce brouillard, même avec une boussole et une carte. Cependant, Tom n'a toujours pas été retrouvé, et il n'a pas établi de contact. Après plusieurs jours d'efforts infructueux, le shérif du comté a annoncé que la zone de recherche avait été étendue à 10 km de l'aire de stationnement. Des patrouilles à cheval ont été mobilisées car certains sentiers du parc national sont plus faciles à voir à cheval. Une équipe de plongeurs a même été invitée à vérifier quelques lacs et zones humides. Mais même là, ils n'ont pas trouvé la moindre trace. Pendant un certain temps, la version criminelle a été envisagée. Tom aurait-il été kidnappé? Mais logiquement, c'était incompréhensible. Le camping n'était pas situé au bord de la route, mais au plus profond de la forêt. Il était improbable qu'une voiture puisse passer inaperçue la nuit d'un orage. Les autres campeurs qui ont dormi dans la zone de Dragon's Tooth, et ils étaient nombreux, n'ont pas entendu de bruit suspect, de cris ou de bagarres. Personne n'a signalé de comportement agressif de la part d'étrangers. En outre, il n'y avait aucune trace de bagarre ou de sang sur les lieux de la disparition. La famille et les proches de Tom ne croyaient pas à la version du départ volontaire. Il n'était pas un homme enclin à la fugue ou à la double vie. Il avait toujours un emploi stable et des projets en ville. Il ne présentait aucune anomalie mentale. Les recherches ont périodiquement permis de retrouver des personnes qui affirmaient avoir vu un homme ressemblant à Tom Haley à divers endroits dans les bois et même plus loin dans les comtés voisins. La plupart de ces proches témoins confondaient les dates ou décrivaient quelqu'un qui ne correspondait pas aux apparences. Aucun de ces rapports n'a fourni de pistes concrètes. Certains volontaires ont commencé à faire part de leurs suppositions mystiques. Le site de Dragon's Tooth a fait l'objet de plusieurs rapports de disparitions étranges. En 2015, le photographe Jonathan Clark a disparu, un cas également largement discuté dans les médias locaux. Une semi-légende s'était répandue, selon laquelle il y aurait ici une sorte de zone anormale qui ferait disparaître les gens sans laisser de traces. Les autorités officielles n'ont bien sûr pas soutenu ces rumeurs, estimant que toute situation a une véritable explication, même si elle est inconnue pour l'instant. Le 10 mai, le shérif a annoncé la fin officielle de la phase active des recherches. D'après le rapport de police, toutes les méthodes et ressources ont été épuisées. D'autres opérations d'envergure ne sont pas possibles dans le cadre du budget et d'une planification raisonnable, et aucun nouvel élément de preuve n'est disponible. La famille de Tom a continué à rechercher son fils même après l'annonce, en engageant un détective privé, en impliquant le public par le biais des médias sociaux et en organisant des groupes de bénévoles indépendants.
Mais même ces efforts n'ont pas donné de résultat. Jusqu'à aujourd'hui, Tom Haley a été porté disparu. Le 12 juin 2003, dans l'un des coins pittoresques de la Virginie occidentale, s'est déroulée une tragédie qui suscite encore l'imagination des habitants et des touristes. Un petit garçon, Kevin Rodriguez, âgé de 7 ans, a disparu à quelques pas de ses parents, sous leurs yeux, et s'est comme volatilisé. L'accident s'est produit près de la ville historique de Harper's Ferry, au confluent du Potomac et de la rivière Shenandoah. La région elle-même est un magnifique et appréciée des randonneurs, mais c'est dans ce genre d'endroit que de nombreuses personnes signalent le plus de disparitions inexpliquées. Les parents et les sauveteurs ont fouillé les environs. Des chiens policiers ont été déployés. Des hélicoptères ont été envoyés. Mais Kevin n'a pas été retrouvé. L'élément clé de cette histoire est le fait qu'un mois plus tard, exactement à l'endroit où le garçon a disparu, sa veste est réapparue, bien pliée, sans aucune trace de dommage. Ce détail n'a fait que renforcer l'aura mystique entourant la disparition et a donné lieu à une multitude de versions, des plus rationnelles aux plus fantastiques. Dans ce rapport, nous tenterons de reconstituer l'enchaînement des événements, de rassembler les faits à partir des témoignages des parents de Kevin, des volontaires qui ont participé aux recherches, ainsi que d'esquisser le déroulement de l'enquête officielle. Tous ceux qui ont lu ou entendu de telles histoires se sont demandé comment un enfant peut-il disparaître par une belle journée d'été, à quelques mètres seulement d'adultes, et rester introuvable après des recherches approfondies. Il n'y a toujours pas de réponse. La ville de Harper's Ferry est située au confluent de deux rivières, le Potomac et la Shenandoah, à la frontière des États de Virginie occidentale, du Maryland et de Virginie. Cette colonie historique a joué un rôle important dans la guerre civile, comme en témoignent les musées et les forts préservés. Aujourd'hui, Harper's Ferry attire des milliers de touristes chaque année. Certains viennent pour les rues historiques, d'autres pour les vues spectaculaires sur la rivière et les rivages rocheux. Et les randonneurs apprécient la possibilité de parcourir le célèbre sentier des Appalaches à proximité. Le terrain autour de Harper's Ferry est une combinaison de collines ondulantes, de pentes de montagnes basses et de forêts denses descendant jusqu'à l'eau. En été, le climat est généralement doux, avec des températures comprises entre plus 25 et plus 128 degrés pendant la journée, bien qu'il y ait parfois des périodes de fortes pluies ou de chaleur. Mais le 12 juin 2003, le temps était clair, sans brouillard ni vent fort. C'était la journée idéale pour une sortie en famille. Les parents de Kevin, Mark et Lauren Rodriguez, habitent Baltimore, dans le Maryland. Cette année-là, Mark travaillait dans un grand entrepôt et Lauren enseignait dans une école locale. Ils organisaient souvent de petites excursions à la campagne pour s'éloigner de l'agitation de la ville et y emmenaient généralement leur fils, Kevin. Le garçon aimait dessiner, lire des livres sur les animaux et rêvait d'avoir un chien. Selon Lauren, Kevin n'était pas un jeune extrême ou un enfant insouciant. Il se caractérisait au contraire par une nature calme et curieuse. Ses parents pensaient que Harper's Ferry était un endroit sûr pour une petite excursion d'une journée. Le jour de la disparition, Mark, Lauren et Kevin sont arrivés à Harper's Ferry à 10h du matin, se sont garés près de l'un des parkings officiels et ont emprunté un sentier pittoresque le long des collines de la rivière. Le plan était simple, marcher pendant 1 heure ou 2, s'arrêter à une aire de pique-nique et rentrer le soir. La matinée est ensoleillée et l'air est frais. Il n'y avait aucun signe de trouble. Selon le témoignage de leurs parents, vers midi, ils se sont approchés d'une petite zone boisée où le sentier tournait. Kevin avait été actif toute la matinée, courant devant,
puis revenant, parlant des oiseaux qu'il avait vus, posant des questions. Son père marchait derrière lui, sa mère légèrement devant. À un moment donné, Kevin a demandé de l'eau à sa mère, qui lui a répondu que son père avait la bouteille. Lauren s'est retournée et a vu Kevin se tourner vers son père, qui se trouvait à 5 ou 10 mètres derrière lui. À ce moment-là, le garçon, selon sa mère, a vu quelque chose derrière un arbre et a couru vers le tronc épais le plus proche, disparaissant de la vue pendant quelques secondes seulement. Mark, occupé à ajuster la sangle de son sac à dos, a levé les yeux et n'a pas remarqué son fils. Il ne pensait pas que quelque chose de terrible allait se produire. Il supposait que Kevin se cachait simplement, jouant à cache-cache. Mais en arrivant à l'arbre, Mark ne trouve personne. Après avoir regardé autour d'eux et appelé leur fils à grands cris, les parents se sont rendus compte que celui-ci ne répondait pas. Au début, ils n'ont pas paniqué. Ils pensaient que Kevin s'était enfui par le chemin ou qu'il était allé dans les buissons pour les effrayer. Mais ils ont appelé fort. Les bois n'étaient pas si denses. Ils auraient dû entendre un bruissement ou une réponse. Mais le silence était absolu. En quelques bonnes minutes, ils avaient fait le tour de l'arbre, regardant derrière les buissons, examinant la pente douce, le garçon n'était de nulle part. La situation devenait déjà très étrange. Plus les parents restaient sans nouvelles de leur fils, plus la terreur grandissait. Mark et Lauren se séparent et tournent autour du périmètre le plus proche, dans un rayon d'environ 50 mètres, en appelant le nom de Kevin. N'entendant aucune réponse, ils ont commencé à penser qu'il avait pu tomber, peut-être dans un ravin peu profond, ou dans le lit d'un ruisseau que l'on trouve périodiquement dans la région. Mais il n'y avait aucun bruit de pleurs, aucun signe de chute ou de branches cassées. Après 20 minutes de recherches infructueuses et de cris, ils ont été rejoints par des randonneurs qui passaient par le même sentier. Ensemble, ils fouillent les buissons avoisinants et grimpent un peu plus haut sur la pente, en vain. Bientôt, l'un des randonneurs a appelé la police et le service forestier. Les parents du garçon sont au bord de la panique. Mark commence à crier et à courir dans tous les sens sur le sentier. Lauren pleure et supplie qu'on l'aide. C'est ainsi qu'a commencé l'une des plus grandes opérations de recherche et de sauvetage de ces 10 dernières années, autour de Harper's Ferry. Dans la soirée du 12 juin, plusieurs équipes de police, des gardes forestiers et le premier groupe de volontaires sont arrivés sur le site de la disparition de l'enfant. La famille Bossuet Rodriguez n'arrive pas à croire que Kevin a disparu dans un ciel clair, en une fraction de seconde. Le service des forêts prépare une carte de la zone et des petits groupes de 3 à 5 personnes se mettent à parcourir la zone carré par carré. La nuit les rattrape rapidement, mais les gens continuent à chercher avec des torches, en criant le nom de Kevin. Le 13 juin, au matin, des agents canins accompagnés de chiens se sont joints à l'opération. Il semblait que l'odeur fraîche de Kevin devait être facilement détectée, étant donné qu'il avait disparu depuis un certain temps. Mais les chiens ont suivi la piste près de l'arbre où il avait été vu pour la dernière fois, et au bout de 10 à 15 mètres, ils ont littéralement perdu leur direction. C'est comme s'ils n'étaient pas allés plus loin, s'étonnent les chiens. Ils ont mené des opérations de reniflage à plusieurs reprises, mais toujours dans l'impasse. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques ont également été mobilisés. En été, la forêt n'est pas trop dense, surtout vue de haut. Il semblait que le garçon pouvait être retrouvé s'il bougeait ou s'allongeait. Mais rien n'y fait. Plusieurs jours de patrouilles aériennes n'ont pas permis de le retrouver. La police et les bénévoles ont fini par étendre le rayon de recherche à 2, puis à 5 km. Ils ont fouillé tous les sentiers, les ravins, les berges des rivières et des ruisseaux. Les recherches localisées n'ayant rien donné, les autorités ont commencé à envisager d'autres théories. L'enfant aurait-il été enlevé par un criminel, par temps clair, sur un sentier fréquenté,
en quelques secondes. Le ravisseur aurait dû se déplacer à la vitesse de l'éclair. D'ailleurs, aucun randonneur n'a signalé de personnes suspectes ou de voitures garées à proximité. Certains points ne sont accessibles que par des routes de campagne. Une autre hypothèse est que le garçon soit tombé dans l'eau et que le courant l'ait emporté. Mais la distance entre le sentier et le fleuve Potomac est assez grande, et il n'y a pas de ruisseau rapide dans cette région. Des plongeurs ont ensuite vérifié plusieurs endroits potentiellement dangereux le long du lit des cours d'eau, mais en vain. Les parents ont pensé que Kevin s'était peut-être perdu après s'être éloigné de l'arbre et qu'il s'était égaré quelque part, surpris par les cris. Mais à quelle vitesse un enfant de 7 ans peut-il s'enfuir sans se faire repérer? Et les chiens auraient d'enfant dû sentir la piste de toute façon. La forêt est restée calme, le temps clair a facilité les recherches, mais celles-ci sont restées vaines. Le garçon semblait avoir disparu. Le détail le plus troublant de l'affaire est un événement qui s'est produit 1 mois après la disparition, le 12 juillet 2003. À la même heure, Mark et Lauren, accompagnés de 2 amis et d'un bénévole, ont décidé de revenir sur les lieux pour honorer la mémoire de leur fils, juste au cas où ils verraient de quelque chose. Selon eux, ils se sont arrêtés à l'arbre où Kevin a été vu pour la dernière fois. Et là, soigneusement pliée sur l'herbe, se trouvait sa veste légère, la même que Kevin portait le matin du 12 juin, mais qu'il avait enlevée lorsqu'il avait fait plus chaud. La veste était en parfait état, ni déchirée, ni sale. Dans la poche, il y avait un paquet d'encas aplatis. C'est comme si quelqu'un l'avait donné à ses parents et l'avait laissé dans un endroit bien visible. Mais entre le 12 juin et le 12 juillet, des dizaines d'équipes de recherche, de bénévoles, de gardes forestiers et de journalistes ont parcouru le site et personne n'a vu la veste. Il n'y avait certainement rien à cet endroit auparavant, affirment d'une seule voix les personnes qui parcourent régulièrement le sentier. Mais le 12 juillet, la chose est apparue soudainement. La police a réagi en l'examinant à la recherche de traces d'ADN ou de cheveux. Rien d'autre que les empreintes digitales de Kevin. Il n'y a pas de taches de sang ni de preuves d'enlèvement. Les chiens ont à nouveau reniflé la zone, mais n'ont rien trouvé de concluant. L'impression était que la veste s'était simplement matérialisée dans la région. L'affaire a immédiatement fait la une des journaux locaux et même nationaux. La disparition d'un enfant est toujours un événement très médiatisé, et encore plus dans des circonstances aussi mystérieuses. Les parents de Kevin ont donné plusieurs interviews, suppliant tous ceux qui savent leur quelque chose de se manifester. Hélas, la hotline n'a reçu que des appels de personnes qui auraient vu le garçon quelque part au loin, mais ces informations n'ont pas été confirmées. Les médias ont souvent évoqué la question du « missing catscenes », un terme non officiel désignant les cas de disparition mystérieuse dans les forêts américaines. Malgré le scepticisme de la police, de nombreux enthousiastes ont commencé à affirmer qu'il existait une sorte de « zone anormale » dans la forêt de Harper's Ferry, où des personnes pouvaient y disparaître. Les analystes rationnels ont rétorqué que la cause était plus probablement due à des recherches erronées, à la tromperie de la mémoire des témoins oculaires ou à une rare chaîne de coïncidences. Quoi qu'il en soit, les faits sont restés effroyablement rares. Pas de corps, pas de garçon vivant, pas de traces perceptibles. Au cours des années suivantes, 2004-2005, on a signalé de temps à autre la découverte de vêtements d'enfants en divers endroits de l'État de Virginie occidentale. La police a procédé à des vérifications et prélevé des échantillons d'ADN. Aucun de ces lieux n'avait de rapport avec Kevin Rodriguez. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles un sans-abri aurait avoué avoir enlevé le garçon. Mais les vérifications ont montré qu'il s'agissait d'un homme mentalement instable et déconnecté de la réalité. Au fil du temps, l'affaire s'est tassée.
Les parents de Kevin ont continué à essayer d'attirer l'attention du public en distribuant des tracts, en parlant aux organisateurs des équipes de recherche et de sauvetage. Mais plus la date de la disparition s'éloignait, moins il y avait de chances que le garçon soit retrouvé. 20 ans plus tard, aucun élément nouveau n'est apparu. L'affaire criminelle n'a toujours pas été résolue. Kevin Rodriguez est officiellement toujours recherché en tant que personne disparue. De temps à autre, sa famille dépose des demandes de mise à jour des informations de recherche. Des dessinateurs ont tenté de prédire à quoi le garçon pourrait ressembler à l'âge adulte, mais aucun témoin ne les a reconnus comme étant réels. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires mystérieuses. Écrivez dans les commentaires les autres mystères de la nature que vous aimeriez découvrir. À bientôt.